Allez, prends ton bord. Chaque dimanche, vous retrouvez sur la radio Providence de la musique avec le curé de la paroisse Habib Jordi. N'oubliez surtout pas le rendez-vous dominicalement vôtre. C'est tout simplement féerique. C'est tout simplement féerique. Ah ouais. RZK FM. Avec Habib Jordi. Non, c'est trop bon. Avec Habib Jordi. Non, c'est trop bon. Écoute ça. Écoute ça. La Providence chez vous. Avec Habib Jordi. Les sons qu'il vous faut. Merci quand même, hein. À ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue au sein du club des amis du dimanche matin. C'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver. Le bonheur c'est ici. Et nous sommes déjà en train d'enclencher ainsi avec ce que je peux déjà appeler l'emphase 2 de cette séquence musicale sur les ondes du bonheur. Tout à l'heure, le coup de cœur de ce dimanche matin. Bon, il faut dire que nous allons faire un flashback souvenir. Je ne sais même pas quel âge certaines personnes avaient lorsque cette chanson faisait son boucan. Voici pour vous, ladies and gentlemen, le groupe Kassav dans vos maisons avec un son qui date de très très longtemps. C'est parti pour vous. Bonjour, vous écoutez avec Habib Jordi.
Et ça, c'était le bon vieux temps. La période de gloire de ce groupe. Avec un certain Jacob Desvarieux, Jocelyne Berwad, Philippe Martelly et j'en passe. Et oui, ce n'est pas fini, ce n'est pas pour rien, on a l'habitude de dire que là où il y a la musique, il n'y a pas de place pour le bal. Hein? C'est une véritable thérapie que de savourer le très bon son en compagnie du curé de la paroisse Habib Jody. Et merci à toutes ces personnes qui nous font signe de vie, à toutes ces personnes qui nous envoient déjà des textos. Bonjour à vous, monsieur Roger Kochofa. Ah, on en fait 3 jours, comme on le dit chez nous. Hein. J'espère que vous portez à merveille. Ah, de toutes les façons, chez nous quand même, hein, la vie est belle, hein, il faut le dire. Allez, assez dansé. À présent, nous allons retrouver ces invités spécialistes du secteur de l'éducation qui ont pris part à cette émission. Avec eux, nous avons eu des plateaux très instructifs. Le tout premier plateau que j'ai d'ailleurs le plaisir de vous offrir, c'est juste après ceci. Dominique Calmavon. L'émission du bonheur. Bonjour, monsieur le curé. Ah oui, madame Xavier Elisabeth. Ça fait 2 jours. Ah vraiment, on va ajouter 5, hein. On va ajouter 5. C'est la pluie qui m'a coupé la route. Sinon, j'ai préparé de venir à l'église. Hein. Aïe, 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 aïe. Il faut m'amener une bougie. Les bougies sont finies et que je fais prier avec ça. Ah, ça c'est une bougie spéciale que je vais vous envoyer. D'accord. C'est le pape lui qui a fabriqué ça avec sa main. Ah, ça c'est une bougie bénite, ça. Voilà. Auditeur en libre, bonjour chez vous. Amin, alaykoum salam. Alhamdulillah. Ah ouais, ça va, on va continuer le reste en français. Monsieur Suleiman. Ah, ce matin, il n'y a pas de diarrhée. Allez, on va y aller pour les dédicaces d'abord. À vous. Il est en ligne depuis Cotonou. Bonjour, Sidi Barry Hafez. Bonjour, monsieur le curé, soyez bénis dans le nom de Dieu. Amina, Amina. Et chez toi? Inch'Allah, je me prépare et je ne vais jamais me plaindre. Ah, c'est Dieu qui est fort, hein. Allahu Akbar. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ton séjour là-bas à Cotonou? Ouais, tu sais, ici, nous sommes à Cotonou, naturellement. La première des choses, c'est la mer. Ah oui. Après ça, la pluie. Après la pluie, l'eau. C'est-à-dire que nous parlons seulement de la mer ici. On ne maîtrise pas les vols, ne rentre pas. Sinon, tu seras noyé. Sidi Barry Hafez. Écoutez, le curé, c'est pas facile, hein. Plus sucré que le sucre, plus doux que le miel. Arzeke FM, la radio qui vous veut du bien. Allez, retour en studio, on retrouve donc notre invité pour le thème du jour, l'école béninoise. C'est d'elle que nous parlons aujourd'hui. Alors, le temps pour moi de retrouver monsieur Amoussou Eliassou. Il est clair, il est évident que l'école béninoise souffre d'un sérieux problème. Oui, monsieur le curé, on ne cessera de le dire, l'école béninoise a des problèmes. Et ce problème, il ne faudrait pas l'attribuer à une seule partie. Il faut dire tout simplement que les responsabilités sont partagées. C'est ça. Avec ça, bon, à qui la faute? À qui la faute vraiment? À qui la faute si les responsabilités sont partagées? Si les responsabilités sont partagées. Alors, qui sont ceux qui sont responsables de cette situation? Les premiers responsables de cette situation, je dirais tout simplement que ce sont les parents. D'abord, il faut dire que les parents passent le plus grand temps avec les enfants à la maison. La deuxième partie, je dirais que c'est les deuxièmes responsables, ce sont les enseignants. Et après, retomber sur les enfants eux-mêmes. Ils ne constituent pas le plus gros... ça ne provient pas d'eux, ça provient plutôt des parents.
Et lorsqu'on parle également de l'éducation, lorsque j'entends qu'on me dise que c'est juste à cause du nouveau programme ou bien du programme intermédiaire, moi je dis que le problème n'est pas là-bas, mais plutôt c'est au niveau de ceux-là qui mettent en application ce programme. Donc qu'on m'excuse beaucoup, nous sommes dans le programme, mais le programme n'a pas changé puisque Tor n'est pas devenu autre chose. Tor non moins est toujours dedans. Nous avons Toto est toujours là. Oui, bon, je ne sais pas si on pourra me dire que le français a changé au niveau de donc les documents, peut-être la lourdeur du programme qui n'amène pas nos collègues à mieux s'imprégner de ce qu'ils doivent enseigner aux enfants. C'est pour cela que je dis que c'est ceux qui mettent en application ce programme qui seront le plus indexés, nous, les enseignants. Parce que aujourd'hui, quand on regarde dans nos rangs, nous sommes nombreux et les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Ah oui, ça c'est vrai. Et c'est ce qui se passe. On a un foutu dedans dans l'enseignement et cela amène nos jeunes frères à ne pas avoir l'éducation qu'il faut jusqu'à ils traînent cet art du primaire au secondaire, du secondaire au supérieur et c'est le dégât que nous constatons. Alors Germain Ouchon, vous avez suivi quand même l'argumentaire de notre invité. Réaction? Oui, merci à monsieur Amosu Eliassou. Il a dit exactement ce qui prévaut sur le terrain. Et je crois que ce n'est pas les parents d'élèves qui diront le contraire, ni ses collègues enseignants. Dans l'une des lettres de l'Union nationale des associations des parents d'élèves, eux-mêmes ils l'ont dit, et ils l'ont titré « Fort, l'école au Bénin est détruite, arrêtons le massacre ». Et c'est donc dit que l'école béninoise est confrontée à de véritables problèmes. Et on en a une panoplie. Et nous allons passer sur certains dans quelques instants. Alors, tout à l'heure, lorsque monsieur Eliassou parlait, il a dit que les responsabilités sont partagées. Il a mis un doigt assez accusateur sur les parents. Mais moi, je me demande quel rôle les parents peuvent jouer, encore que les parents même ne maîtrisent rien, en fait, de ce qu'on enseigne à leurs enfants actuellement. Et nous savons que nous sommes dans une société où 80% quand même de cette société est analphabète. Les gens envoient leurs enfants à l'école pour que ces enfants puissent en savoir davantage, pour que ces enfants soient meilleurs qu'eux. Mais comment voulez-vous que le parent puisse encore accompagner cet enfant? Oui, je ne suis pas un juge, mais il n'a pas tort. Même si tu n'es pas allé à l'école et que tu as eu l'amour d'envoyer ton enfant à l'école juste pour se faire instruire, au moins, dis-lui, mais va prendre ton cahier et apprendre. C'est déjà un pas. Mais il y a des parents qui se refusent de le faire. On dit, si tu l'apprends, tu apprends ça pour toi-même. C'est une façon de laisser l'enfant à sa liberté et il fait ce qu'il veut et la catastrophe est là et puis on est tous responsables. Voilà. Et là, je crois que en partie, monsieur Amosu Eliassou a parfaitement raison de le dire. Les parents sont invités dans ce débat. Monsieur Eliassou, vous pensez vraiment que les parents ne disent pas à leur enfant, va chercher ton cahier, va chercher ton ardoise, apprends ta leçon? Bien, aujourd'hui, nous sommes déjà adossés sur le nouveau programme. On est en train de dire le nouveau programme est mauvais, le nouveau programme est mauvais. Et à l'entame, j'ai dit que rien n'a changé. Je fais partie de ceux-là qui critiquent le nouveau programme par compétence. Les 4 opérations n'ont pas changé, c'est toujours plus, c'est moins, c'est multiplication, c'est la division. Pourquoi on a changé alors la méthode de l'apprendre aux enfants? Bien, on l'a appris aussi selon une méthode. Oui, vous savez. Pourquoi changer la méthode? Au niveau de la méthode, vous savez, ce qui a plus amené de problèmes, c'est le fait que le châtiment corporel est complètement banni. Ça existait. Il était interdit de toucher à un enfant, même de l'égratigner au niveau que ce soit des injures ou bien porter, prendre la chicotte ou dire de le tapoter, c'était interdit. Mais cette fois-ci, avec l'arrivée du nouveau programme, c'est d'abord là d'enseigner d'abord, il faut d'abord l'avoir. Il faut l'avoir et savoir comment amener l'enfant à comprendre ce qu'on est en train de... On ne nous demande pas de progresser dans le programme aveuglément, non. Mais le peu qu'on enseigne à l'enfant, il faudrait que l'enfant assimile. Le nouveau programme a prévu tout. Mais je dis, c'est ceux qui sont en train de mettre ça en application. Alors, nous étions au niveau des parents. C'est ça, je voulais dire justement vous relancer et dire, si d'après votre analyse, c'est plutôt du côté des enseignants qu'il faut voir le problème et non du côté des parents. Je dis au niveau des parents, je veux en venir. Au niveau des parents, on dit aux parents que rien n'a changé. J'ai connu une amie quand j'étais encore au CG Zongo. C'est quand elle a eu le BEPC qu'elle a su que sa maman n'a jamais été à l'école.
Ah bon? Oui, sa maman roulait le français. Mais elle n'a jamais su que sa maman n'a jamais mis pied à l'école. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que sa maman faisait les beignets, la maman dit, prends ton cahier, récite-moi ta leçon. Elle est assise à côté avec le cahier, elle est en train de réciter. La maman est là, elle écoute. C'est à partir de la 3e que cette fille, elle s'efforçait, mais la maman... Elle risque de lui répéter les mêmes leçons. Hein. Non, ça n'arrivait pas. Parce que cette fille déjà, vu la force que maman mettait dans ce qu'elle devait lui dire, elle se disait que sa maman a mis pied à l'école et que la maman suivait à la lettre. Et je vous dis, pourquoi je dis tout simplement que les parents ont une part de responsabilité. Moi, j'aime mal lorsque un parent vient se présenter devant moi et me dit que cet enfant-là, il me dépasse. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un enfant déjà au cours primaire, je vous dis que le problème d'abord c'est le primaire. Quand on répare au niveau du primaire, arrivé au collège, il n'y a pas de problème. Au primaire, lorsque déjà un parent vient se présenter et dit que ce petit-là, il me dépasse, maître, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais c'est pas possible. Le maître, lui, passe combien de temps avec ce garçon? Il passe, que ce soit le garçon ou la fille, il ne passe que 6 heures de temps sur les 24 heures. Et maintenant, qu'est-ce que le maître fera? Qu'il aille encore à la maison et qu'il devienne encore son parrain et à chaque fois sous tourner, ce n'est pas ce qui se passe. Non, je dis que la responsabilité revient toujours à nos parents. Et là où je porte un peu un doigt accusateur, quelque part, ils ont démissionné. Oui, ils ont démissionné parce que déjà, je prends quand j'étais encore au primaire, lorsqu'on nous donnait des activités, quand vous avez une activité à faire, quand on vous donne un devoir, mais vous n'avez personne dans la maison pour vous aider. Il y a pas un grand frère pour dire tout simplement, viens, je vais t'expliquer l'activité, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige. Dans le quartier, nous cherchons. On a toujours de grands frères qui sont au collège, auprès de qui nous nous approchons. Mais aujourd'hui, l'enfant vient, il dit, j'ai présenté les 6, papa dit que lui ne connaît pas. J'ai donné à grand frère dit qu'il ne connaît pas. Donc dans le quartier, il n'y a plus personne qui puisse comprendre. Et aujourd'hui, le nouveau programme n'a pas dit de laisser les enfants seuls. Quand ils ont des activités, on leur dit, après les cours, vous pouvez me rencontrer, venez, je vais vous expliquer. Il y a toujours de ces possibilités pour amener les enfants à comprendre. Donc, les parents également devaient pouvoir mettre des personnes ressources auprès de ces enfants pour leur donner ces explications et autres de tout ce qui sont difficultés. Alors, Seydou Abdul Razak, vous avez suivi le raisonnement des uns et des autres. Voici venu le moment pour vous de vous prononcer également. Bon, c'est vrai que l'école béninoise souffre de plusieurs problèmes. Mais moi, ce que je vais d'abord accuser en première position, ce sont les différents ministères de l'enseignement. En deuxième position... Ça dit que c'est au niveau de l'administration, du pouvoir central. Parce que quand on parle de l'école béninoise, on doit d'abord chercher à savoir comment est-ce qu'elle est organisée. Dans l'organisation de l'école béninoise, nous voyons d'abord au sommet les différents ministères qui sont chargés de veiller sur le déroulement des activités des enseignants. Maintenant, si ces ministères voient que le problème persiste toujours et que les activités ne marchent pas comme il le faut, normalement, ils devaient d'abord interpeller les enseignants, les sensibiliser, leur attribuer des séances de formation, parce que l'APC, l'approche par compétence... Mais les enseignants sont formés, hein? Ils sont formés, mais il faut savoir que les enseignants sont formés, mais... Ce n'est pas une véritable formation. Ce n'est pas une véritable formation, parce que dans les vacances, on prend parfois un mois ou bien 2 semaines pour former les enseignants. C'est vrai. Cela ne suffit pas. Ah oui. Et pourquoi les parents aussi sont d'une part responsables, parce que si un élève revient à la maison, normalement le papa doit chercher à savoir ce qu'il a fait à l'école, veiller au cahier de son enfant, voir s'il a effectivement recopié les cours. Si possible, dit à chaque fois que tu vas au cours, faut noter la date, parce que c'est très important. Il y a certains qui vont au cours et qui ne prennent pas les cours, ils reviennent à la maison, ils trompent les parents. Ah oui. Alors tout à l'heure, Germain, vous allez quand même nous livrer juste un petit extrait de cette déclaration de l'Association nationale des parents des élèves et étudiants du Bénin. Vous allez voir que nous tournons beaucoup, c'est-à-dire les tournées, quoi. Nous tournons beaucoup, que les dossiers sont travaillés par les subalternes, c'est-à-dire ceux qui sont en bas là, les employés du ministère, ce sont eux qui pilotent les dossiers. Mais lorsque on se rend compte automatiquement que le dossier est mal ficelé ou bien il y a eu un problème, c'est en ce moment qu'on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas? Il y en a. Non, mais lorsqu'on sait que la durée de vie d'un ministre chez nous c'est à peine 2 ans,
2 ans et demi. Oui, il a oui. combien de temps pour s'imprégner de ce qui se passe dans son ministère pour prendre les décisions? En fait, j'ai comme l'impression qu'ils suivent seulement le mouvement sans rien chercher, sans rien comprendre. Le plus important pour eux, comme vous l'avez dit, c'est de tourner. Oui, voilà. C'est de tourner. Voilà, peut-être qu'ils ont des intérêts à tourner, on ne sait pas. Mais Germain, rapidement, on va juste lire un petit extrait de ce document-là, le temps de revenir et d'en parler un tout petit peu. Oui, dans l'une des déclarations faites par le Bureau national de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, du Bénin. Mais il faut voir que cette union a fustigé beaucoup de choses qui entravent le bon déroulement des activités au Bénin dans le secteur de l'éducation. Et vous pourrez voir ces extraits où on dit, mais nos enfants titulaires au BEPC nous fuient quand nous leur demandons de nous écrire une lettre. Ils ne maîtrisent ni le français, ni notre langue. Que fabrique donc votre école? Donc c'est ainsi que cette association s'adressait à la nation. Vous voyez que c'est déjà une catastrophe. Comment je serai détenteur d'un BEPC et je ne peux pas être en mesure d'écrire une lettre. C'est vrai, les fautes, ça peut venir, mais je ne peux pas écrire un texte au moins où quand on lit, on aura au moins le contenu, on saura de quoi on parle. Il y en a qui écrivent au son. C'est un problème. Alors, parlons maintenant des enseignants, parce qu'apparemment, tout porte à croire que c'est au niveau ou dans le rang des enseignants qu'il y a le véritable problème. Mais c'est quand même l'État qui recrute. Et j'ai comme l'impression que soit l'État fait de la complaisance dans le recrutement, soit l'État aussi ne fait pas un recrutement transparent, ou tout simplement que l'État a démissionné, l'État ne recrute plus, l'État ne forme plus, et l'État n'offre pas les conditions de travail aux enseignants. Monsieur Iliassou. Nous allons dire tout simplement que c'est l'État. Quand on dit l'État, c'est juste, les gens vont dans l'enseignement juste parce qu'ils n'ont rien trouvé à faire de autre. Vous voyez? Parce que on se dit, là-bas, je vais pouvoir trouver, j'aurai une petite place. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la formation, les écoles normales de formation des instituteurs et autres, il y a de grands inspecteurs là-bas. Ça, il faut dire une certaine réalité. Mais ils sont confrontés à quoi? Mais les gens passent les concours. Les inspecteurs, bon, eux-mêmes, ils ont beaucoup plus de savoir dans la tête, mais ils se refusent de tenir la craie, il paraît. Oui. Bon, vous savez, lorsqu'on arrive déjà à un certain stade, déjà, on se dit, il faut nécessairement laisser les jeunes entre la théorie et la pratique, il y a une nette différence. Il y a une nette différence, je on dirais. peut vraiment bavarder, mais à la pratique, échouer. Oui, c'est ce qui se passe. Et lorsque vous rencontrez même certains de ces apprenants, c'est-à-dire les enseignants qui sont allés à l'ENI et qui reviennent juste dans les écoles pour juste prendre la craie, parce qu'ils savent déjà, les notes qui sont données même sur le terrain, c'est-à-dire dans l'école, à l'école où ils sont venus pour faire la pratique, ces notes-là, ils s'en foutent pas mal. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les résultats des examens professionnels, quand on dit le CEAP ou le CAP, mais ça, vraiment, ça laisse à désirer. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ça ne va pas, mais on est obligé de fermer les yeux là-dessus et on dit, bon, c'est notre frère. C'est quelqu'un, bon, il est d'ici, vous devez essayer de fermer les yeux. Mais je vous dis que ça suit, parce que il se dit tout simplement, j'ai déjà le certificat, je suis déjà certifié, j'ai le CAP. Alors, qu'est-ce qu'on peut me reprocher encore? Il y a plusieurs parmi eux qui reviennent sur le terrain, et qu'est-ce qu'on dit? Qui a ouvert la porte? C'est un enseignant qui peut dire ça. Il y en a aujourd'hui que nous rencontrons. Moi, ça m'étonne. Et il se plaît dedans. Bon, on corrige, le lendemain tu vois ça, il répète la même chose. Bon, il y a de ces choses-là, on dit, il y a d'abord le primaire qui est raté. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, quand vous n'êtes pas un B1 10, un B1 8, un B1 12, vous n'allez pas à la correction. Aujourd'hui, ils ont écarté tout le monde. Je sais pas si dans le privé, les gens ont déjà les B1 là. Si ce n'est que nos directeurs et autres. Et on voit un enseignant qui s'occupe de l'enfant au primaire. C'est-à-dire, il s'occupe de l'enfant au CM2. C'est lui qui corrige toute l'année entière les copies de l'enfant. C'est lui qui apprécie et fait tout. Mais pour aller à la correction ou même aller surveiller, il est écarté. Parce qu'on dit que il n'a pas
la compétence requise. Eh ben, il n'a pas la compétence, pourquoi on le laisse garder la classe de CM2? Il peut garder la crème et le bic rouge, il lui sera difficile parce que d'abord à la fin, il y a quelque chose qui sort. Le bic rouge est plus lourd que la crème, c'est ça? Oui, puisque là-bas ça donne, il y a toujours il y a toujours quelque chose qui sort et qu'est-ce qui se passe? On a ce problème de chefs également, nos chefs qui aujourd'hui n'ont pas encore compris que dans la jeunesse, il faut essayer de tamiser et voir quels sont ceux-là qui sont capables de faire beaucoup de choses. Il y en a, ça, il faut dire la vérité. D'accord. Alors, avant de vous donner la parole, Germain, on va ouvrir rapidement le standard pour ceux qui veulent. 95 07 51. Essayez tout simplement d'apporter votre contribution également à ce débat. Et déjà, on prend un tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour, mon curé. Ça, c'est Jacques Awaïhen. Oui, c'est monsieur Jacques Awaïhen. Voilà. Bon, je salue d'abord votre invité, monsieur Amoussou Eliassou. Oui. Le professeur. Bon, il a comparé les choses en disant que le français n'a pas changé. Le taux est toujours le taux, oui. L'addition reste toujours l'addition. Très bien. Je n'approuve pas ce qu'il a dit. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Allez-y, on vous écoute. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Lui, monsieur Eliassou, son CP qu'il a eu, je ne sais pas si c'est CP ou bien CP, il peut le comparer à ceux de maintenant? Non. Bon, le français qui parle, au français pro qui parle, est-ce que les enfants, les élèves même jusqu'en terminale, ils parlent ce français-là? Dites-moi non. Non. Donc c'est pour dire que, d'une part, moi, j'accuse toujours le programme actuel. L'APC. Qui est le nouveau programme. Vous voyez? Donc, c'est le nouveau programme qui a la base de tout cela. Et ce nouveau programme-là, c'est notre dirigeant, le pouvoir central qui est la base. Donc, pour ça, vraiment, c'est ce que moi, j'ai à le dire. Merci beaucoup pour la contribution. On va juste prendre un autre auditeur rapidement. Bonjour. Bonjour. Oui, ça c'est une voix de femme. Bonjour madame. Non, c'est pas de femme, mais c'est Antaro Adam Sounon. Ah, ok, d'accord. Toutes mes excuses, monsieur Adam Sounon. Ah oui, et ce matin? Oui, ça va bien. On vous écoute par rapport à votre contribution, par rapport au sujet. Et les problèmes sont partagés. Pour moi, quand même, il aura une prise de conscience à divers niveaux, c'est-à-dire au niveau des élèves, des écoliers, des parents d'élèves aussi et les éducateurs. En plus, on passera quand même au renforcement des TD dans les différents établissements. C'est ce qu'il doit quand même apporter. D'accord. Merci bien et excellente journée à vous. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Monsieur Padonou. Oui. Oh là là, voilà une voix qui m'a manqué aussi. Ah oui. Vous allez bien? Très bien. Et la responsable de la chorale du curé? Bon, elle est déjà partie à l'église. Pour le culte, d'accord. Ok, oui. On vous écoute. Voilà. Et votre invité a dit beaucoup de choses. Néanmoins, en tant que son doyen, oui, je vais essayer de compléter un peu. D'accord, allez-y seulement. Voilà. Vous savez, moi, j'ai été jeune instituteur révolutionnaire les années 1982. Et en notre temps, on nous affectait un peu partout. On peut vous prendre depuis l'Ouémé et on vous balance vers la Takura. La Takura. Oui. À Tukutuna. Partout. J'ai fait mes 2 ans de J à Port-Novo. Et puis, on m'a balancé à Ketou, Modani Ketou. Un milieu Holi. Bon, les jeunes de maintenant, lorsqu'ils rentrent dans l'enseignement, on veut rester à Parakou. Et les gens sont à Parakou depuis. On ne veut pas bouger. Et ils ont des parrains. Ils connaissent le ministre. Ils connaissent le directeur de cabinet. Et ils connaissent son adjoint aussi. Voilà. Ils connaissent les hautes autorités. Et on ne veut pas bouger. Maintenant, ils sont à l'école. Vous allez les voir dans leur classe avec des portables. Oui. On manipule. On les appelle. Et ils viennent au dehors. Ils font près de 30 minutes à causer. Bon, en tant que directeur, vous réagissez. C'est fini. Vous devenez son ennemi. L'ennemi numéro 1. Numéro 1. Il peut commencer par vous critiquer. Il peut commencer
et pas donner votre nom, bon, je ne sais pas, peut-être au ministre ou bien à quelqu'un là-bas. Bon, ils font ça avec d'autres, mais moi, on ne fait pas ça avec moi. Au lieu que ce soit lui qui soit muté, c'est vous qui êtes muté finalement. Bon, ce n'est pas normal. Et il y a tout ça qui fait que, bon, ça ne va pas. Mais les gens sont là, hein, on ne peut même pas les muter, ils ne veulent pas faire les fiches. Hein? Faut voir quelqu'un qui prend les fiches d'autrui et il place. Et il amène le cahier à son directeur. Le directeur remarque que ces fiches-là, c'est pour telle maîtresse. Et le directeur t'a donné des paquets de fiches. Le directeur écrit dans la préparation, maître. Mais je constate que ces fiches appartiennent à telle personne. Et les fiches que tu as reçues, les fiches là sont où? Il a vendu au Dadja du quartier. On se pointe, on vient, on jette le cahier de conseil devant le directeur, on dit, je veux que tu me lises ce que tu as écrit dans mon cahier. Hein? Un maître, il a fait ça avec moi l'année passée. Mais je voulais réagir, il y a un autre directeur qui était à côté qui m'a dit, non, ne réagis pas, laisse-le. Et bon, moi, je l'ai fait affecter de mon groupe. Parce que sinon, on risque de... Oui, ça va plomber l'atmosphère. Ah oui, je ne peux pas. Il est très loin de moi. Hein? Moi, je suis en A3. Il y a quelqu'un qui est en BE1. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon. Et ils ont des parrains hein, au ministère. Et parfois même au niveau des directions départementales. Maintenant, oui, on l'a fait ailleurs. Et du ministère, on appelle le DEDAMP. Pour dire que c'est mon parrain, c'est ceci, cela, essaie de les ramener. Alors, c'est toujours dans Parakou, là, on l'a fait, on le déplace, on l'amène un peu loin, là, toujours dans Parakou. Mais le DEDAMP a dit non. Il dit, monsieur, mais c'est comme ça que vous voulez gérer le pays, même si vous êtes au haut lieu là-bas. Mais je suis tellement content de notre DEDAMP, celui qui est là maintenant. Il a dit la vérité à ce cadre. Et le DEDAMP me l'a déjà dit ça, c'est très bien. Ce n'est pas bon? Ça, c'est vraiment un très bon exemple, là. Bon, voilà des faits. Les jeunes sont concret, là, on ne peut pas les affecter, et puis on fait ce qu'on veut dans les écoles. Okay. Bon, tout ça, nous sommes découragés. Moi, vraiment, je suis fatigué. Et je suis pressé de bouger. Bon courage à vous. Merci beaucoup. On va prendre un autre auditeur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le curé. Ça, c'est monsieur Karim Outarou. Tant que les enseignants vont toujours dire je vais rester chez moi, on n'aura jamais une éducation de qualité. C'est ça. Les gens ne veulent pas quitter et on aime trop favoritisme. Chacun prenne chez moi, on prend mon petit frère ou bien mon grand frère parce que je suis le directeur et on nous sert des trucs qui ne nous correspondent pas. Moi, je me parce qu'au niveau de Séméré, je vais prendre l'exemple de chez moi. Oui. On a mité les forceurs, que ce soit vacataires, que ce soit titulaires, ils sont des Séméré, on les a enlevés de Séméré, on a amené les étrangers. Les parents d'élèves ont mis les yeux sur les étrangers là et le travail c'est impeccable. C'est bon. Ça. Donc il y a eu amélioration au niveau des résultats. Oui, ça c'est clair. Si vous allez à Séméré aujourd'hui, vous-même vous saurez qu'il y a amélioration. Que tout travail, parce qu'ils ont les yeux sur eux. Parce que si c'est ton enfant ou bien l'enfant de ton frère, même s'il ne fait pas bien, tu ne peux pas le contrôler. Alors que lorsqu'on va amener les autres d'ailleurs et on amène nos frères de l'autre côté, le travail va se faire comme il le faut. Ah, c'est vrai. Maintenant, ce que je m'aurais demandé, si c'est deux ou deux, quand même que les gens prennent ça là comme exemple pour au moins essayer, on va voir. Tout le monde veut travailler chez lui, il ne veut pas quitter alors qu'il ne fait pas bien le travail. Parce que tu es là, un parent est mort, on va dire il faut aller. Donc, vous êtes fait mariage, tu vas laisser le travail, tu vas aller. C'est tout ça là, ça encombre l'alliance. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va revenir en studio. Hein. Je crois que c'est mieux ici pour quand même essayer d'évoluer. Oui, Germain. Oui. Je dis merci à monsieur Eliassou toujours. Mais lorsqu'on laisse l'enseignant du CM2 durant tout ce temps, durant ces 9 mois, apprécier les copies de l'apprenant et que c'est à l'examen qu'on lui interdit d'y aller, mais ça veut dire on lui a donné le temps parce qu'on estime qu'il n'a pas encore l'aptitude d'aller là-bas. Ah oui. Ça veut dire on lui a laissé le temps de mal faire.
Mais En ça là, réalité, c'est ça. ce n'est pas Si sérieux. on estime qu'il ne peut pas corriger les copies des enfants, Il a eu le temps de mal faire durant tous ces mois. Bon, ou bien à la limite, bon, on peut dire qu'on on l'entraîne à avoir la main. On ne refuse pas. Mais il faut aussi l'encourager à y aller là-bas. Là, le principe ne devrait pas être, c'est les gradés. On peut dire, tu y as la main, tu tiens la classe pendant 1 an, voilà. 2 ans, et la 3e année, tu peux commencer déjà par corriger. Voilà. C'est déjà quelque chose. Voilà. Alors, et maintenant, il faudrait qu'on touche réellement les problèmes que connaît l'école béninoise. Et j'en ai listé 7 par ici. Wow. Même si on ne peut pas tout épuiser. La baisse des performances des écoliers, élèves et étudiants aujourd'hui. Ça, il y a une cause pour ça. Et c'est la transhumance en milieu scolaire avec des transferts illicites. Illicites. Les parents sont associés avec la connivence de certains enseignants aussi qui restent devant pour témoigner. Il y a un auditeur qui a même parlé de cas. On parle du phénomène des cas dans les établissements secondaires là. Et puis bon, il paraît que c'est le chou gras aussi des directeurs, etc. Et donc cette baisse de performance, ça a 3 causes. Donc la première cause c'était la transhumance en milieu scolaire avec les transferts illicites. Deuxième cause, la paresse à haut débit des apprenants. On ne veut plus apprendre, on veut aller, on va s'asseoir, on écrit n'importe quoi, on dit que bon, je sais que je vais passer, c'est mon oncle qui est là. Ah oui. Il y a une autre cause encore, la suppression de certaines bonnes méthodes d'enseignement. Telles que? Ah oui. La chicotte. Naturellement. Parce que tu ne veux pas être chicoté. Ne sera pas d'accord avec vous. Tu ne veux pas être chicoté, tu fais tout pour traiter tes 4 opérations avant d'être en salle. Dictée matinale. Mais on claque la porte. Et tous ceux qui sont au dehors, c'est après la dictée que vous entrez, on vous chicote, on vous lave propre. Non, mais il y a aussi une chose, lorsque vous regardez l'âge de ceux qui vont maintenant à l'école primaire, vous demandez, même si vous voulez les chicoter là, où est-ce que vous allez taper? Et là encore le problème. Alors qu'en notre temps, il fallait avoir 5 ans. Moi, j'ai eu 7 ans avant de commencer le CI. 3 ans, on les met déjà au CI. Moi, j'ai eu 7 ans avant de commencer le CI. De bon. Et en dehors de ça, je vais pas le couper. Je dirais qu'il y a des enfants aujourd'hui, lorsque vous touchez, c'est que vous faites déjà des problèmes. Parce que le parent vient comme un bourreau, il veut frapper l'enseignant. Oui, ça décourage. Oui, aujourd'hui, vous voyez tout ce que nous faisons pour pouvoir avoir un seul enfant. Vous voyez, ce n'est souvent pas facile. Il faut c'est dire pas facile vraiment. On peut inculquer le savoir sans aller à la chicote. Voilà. Non, c'est vrai. Dieu a laissé, nous on a eu ça, mais bon. Non, mais moi je pense, je suis partisan de la chicote. C'est ça. Mais il faut pas en abuser, c'est ça la réalité. Oui, ça c'est vrai. Et moi je dis, c'est en réalité, ça dépend du niveau intellectuel de l'enseignant. Voilà. Un enseignant qui vraiment a été bien formé, c'est quand est-ce qu'il peut peut-être faire recours à la chicote ou bien même avoir le bâton juste dans la salle pour influencer, pour intimider. C'est vrai qu'actuellement même c'est interdit, je crois, d'avoir même le bâton dans la classe. Parce que lorsque l'inspecteur vient voir, c'est supposé que vous l'utilisez, c'est parce que vous l'utilisez que vous l'avez en classe. Alors qu'on peut même l'avoir en classe, ne serait-ce que pour influencer les enfants. Moi j'ai connu, sous celui que moi j'ai juste appris à tenir la classe, c'est Monsieur Ouroudouaro, un enseignant émérite, que je salue au passage. Je dirais que déjà même lorsqu'on vous remet une classe, le premier jour de la classe où vous prenez contact avec les enfants, vous vous définissez les 10 règles à observer dans la classe. C'est ça. Et déjà l'enfant, il ne doit pas se sentir, on n'a pas besoin de la chicote. Automatiquement vous vous donnez déjà, c'est-à-dire vous faites déjà, c'est comme par exemple les 10 commandements, sur des principes ensemble avec les enfants. Et vous définissez, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans la classe? Qu'est-ce que je dois faire pour que le maître ne se fâche pas? Ça se définit. Voilà. Et là, vous partez, vous pouvez mettre ça même, vous collez ça avec, avec les couvertures kaki là, vous collez ça à côté. Et quand l'enfant fait, tu dis, écoute, ça là, est-ce qu'on devait faire ça? Je dois venir à l'heure, je dois faire ceci, je dois faire ça. On cite et on se trouve 10 règles, les 10 commandements de la classe. Je crois, bon, c'est avec ça que moi je marche, et puis bon, ça marche dans ma classe. Alors, très rapidement, si je vous demandais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, de façon urgente, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me répondrez quoi? Je dirais qu'il faut repenser un peu la formation des enseignants. Oui. Parce que et les conditions de vie des enseignants. Vous voyez, il y a quelque chose que moi souvent je n'aime pas. Quand on me parle de conditions de vie, même si c'est 10 francs qu'on vous donne, quand vous venez dans l'enseignement, même si c'est 10 francs que vous prenez, ces 10 francs sont bénis. Ce sont les enfants. C'est des âmes innocentes. C'est ça. Donc, vous voyez, je ne veux pas qu'on s'accentue que les gens disent tout simplement, c'est l'argent qui laisse que je ne travaille pas. Moi, je dis non. Quand on ne veut pas, on sort, on quitte et on regarde. On peut commencer par chercher là où peut-être le pécunier, ça va vite sortir. Mais quand on entre dans l'enseignement, c'est qu'il faut avoir ça, être
volonté, il faut la vocation. Oui, et moi je suis souvent fier quand je sors et les parents disent voilà, ça c'est le maître là, ça c'est lui qui a gardé mon garçon, c'est lui qui a gardé ma fille. Donc c'est ça que certains ne cherchent pas, ils se disent que les parents sont ingrats. Et aujourd'hui c'est ça, ils ont un peu raison, les collègues ont raison, parce que quand ça marche, on dit que l'enfant est intelligent. Mais quand l'enfant échoue, on dit que le maître ne connaît rien. Donc nous avons également ça. Alors c'est vrai que nous sommes déjà surpris par le temps. Le temps s'en est allé considérablement et véritablement d'ailleurs. Alors nous allons essayer de faire un dernier tour de table. On va commencer par Germain Ochung. Mon curé, ce matin je vais dire merci à notre invité qui a consacré son temps pour nous. Que Dieu le bénisse infiniment. Par rapport au thème de ce matin, le système éducatif béninois a toujours été reconnu comme un système très performant dans la sous-région et sur le plan international. Et ce qui lui a valu même le nom de quartier latin d'Afrique. Mais aujourd'hui, ça souffre, c'est en agonie. Et il faudrait quartier chinois de l'Afrique. Et donc il faudrait que les différents acteurs du secteur éducatif vraiment prennent leurs responsabilités et qu'on mette la personne qu'il faut à la place qu'il faut, l'adéquation toujours entre l'emploi et la formation, parce que on ne va pas à un secteur parce que on veut de l'argent. Il faut avoir de la vocation pour la chose et faire un bon travail. Et Maestro Seydou Abdul Razak. Je tiens à remercier notre invité. Pour finir, je dirais que n'est pas enseignant qui veut, mais qui peut. C'est ça. Ça c'est vrai. Oui, monsieur Iliasso. Je vous remercie et je dirais merci au curé. Merci. Et disons à tout le plateau. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est avec plaisir que je renouvellerai mon passage ici. Ah, ça c'est bien. Et je dis tout simplement que il ne faudrait pas qu'on se dise que les gens n'ont pas honte. Les gens ont honte aujourd'hui des résultats qu'ils sont en train de donner. Voilà. Donc eux-mêmes ils sont interpellés parce que déjà il faut laisser un bel avenir aux enfants. Merci beaucoup à vous, monsieur Amosso Eliassou. Je rappelle que vous êtes enseignant, instituteur au niveau du complexe scolaire privé Rouga Osséni. Ça vous fait déjà 17 ans de profession, 17 ans de métier. C'est pas petit. Vous avez connu l'ancien programme, vous avez connu le programme intermédiaire. Vous vivez actuellement l'approche par compétences et vous avez su quand même nous faire les analyses qu'il faut. Espérons tout simplement que les auditeurs pourront tirer les conclusions chacun à son niveau.